Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais, et au nom de mon groupe, saluer Marielle de Sarnez. J'aimais pour ma part beaucoup son énergie et son enthousiasme pour l'Europe. Monsieur le Premier ministre, nous sommes 25 sur 27 en Europe et 35 sur 51 au niveau mondial. Nous sommes donc les derniers de la classe pour le nombre de personnes vaccinées pour 100 habitants. C'est un déclassement que nous ne pouvons accepter. Depuis jeudi dernier, les bugs s'enchaînent. Vous dites recevoir 500 000 doses par semaine. Donc on aurait reçu depuis début janvier 1,6 million de doses et seulement 480 000 Français ont été vaccinés. Où sont donc passées les doses ? Pire, vous annulez déjà les rendez-vous que certains avaient finalement réussi à prendre vendredi et lundi dernier, après avoir passé des heures au téléphone ou sur leurs ordinateurs. Alors que sur la base de vos informations, il resterait 1,1 million de doses disponibles. Je vous repose la question, où sont passées les doses ? Confirmez-vous que les 5 plateformes interrégionales attendent toujours les instructions de livraison pour une partie des doses qu'elles ont en stock dans leur supercongélateur ? Comment justifiez-vous la répartition inégale des centres de vaccination, avec par exemple 0 centre dans certaines circonscriptions à plus de 100 000 habitants, comme par exemple dans le Puy-de-Dôme ? 3 choses. La France reçoit les mêmes doses proportionnellement que les autres pays. Et nous sommes 25e sur 27, les derniers pour 100 habitants en nombre de vaccinations. Comment cela se fait-il ? Deuxièmement, il y a une course contre la montre parce qu'il y a le variant, il y a au moins 2 variants qui sont arrivés dans notre pays. Si on continue comme ça, on aura 70 000 contaminations par jour et vous n'aurez d'autre choix, peut-être, je ne sais pas, que de refaire un gros confinement. Il faut l'éviter. Cette course contre la montre, elle doit être menée tout de suite. Enfin, s'il y a 1 million de doses dans les supercongélateurs, je vous demande de les libérer tout de suite et d'enclencher cette vaccination. Monsieur le ministre de l'Agriculture, j'associe l'ensemble de mes collègues des départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées à ma question. Depuis le 6 décembre dernier, nos départements, et la Chalosse en particulier, dont je suis l'élu, sont frappés par une épizootie d'une violence sans pareil, hors de contrôle depuis le départ. C'est la 3e en 5 ans. C'est un drame humain, c'est une catastrophe sanitaire et économique. Et des milliers de salariés, d'éleveurs souffrent aujourd'hui et je veux leur adresser un message de soutien. Monsieur le ministre, vous êtes venu sur le terrain et nous avons été sensibles à votre écoute. Vous avez pu mesurer à quel point est forte l'attente d'un engagement total de l'État pour procéder au dépeuplement et nettoyer les élevages. Vous avez pu mesurer à quel point il est indispensable d'accélérer les indemnisations pour l'abattage et de donner des perspectives s'agissant de l'indemnisation des pertes d'exploitation. Certaines de ces indemnisations nécessitent l'aval de Bruxelles et nous comptons sur votre diligence pour engager des discussions avec la Commission européenne dans les meilleurs délais. Au-delà de l'urgence, nous avons besoin d'envisager l'avenir, de tirer toutes les conclusions de la crise telle que nous la vivons, sans parti pris, dans la transparence et en se gardant de mesures simplistes. Il y avait en 2017 une charte. A-t-elle été correctement appliquée ? Faut-il en rester là ? Non. Nous avons besoin d'un plan pour l'avenir, respectant l'élevage de plein air et tous les modes de production, la filière longue, la vente directe, sans exclusive. Nous voyons des convergences se dessiner, et c'est heureux, sur la réduction des densités à la veille de Noël pour le réserver aux productions de crues. D'autres sujets demeurent plus conflictuels, je pense à la question des vaccins. Il ne faudra pas pour autant esquiver cette question. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes du traitement de la crise, de la mise en œuvre des indemnisations, de leurs négociations ? Pouvez-vous nous donner des perspectives sur la reprise, sur les modalités et son calendrier ? Et enfin, nous dire la façon dont l'État envisage l'avenir de la filière palmipède. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis de longs mois, le plan de restructuration d'EDF est secrètement négocié dans les bureaux feutrés de la Commission européenne. Les semaines passent et la représentation nationale, comme les salariés, sont tenus très à l'écart des discussions relatives à ce plan Hercule. C'est pourtant l'avenir du grand service public de l'électricité qui est menacé. Se joue la survie de son modèle intégré qui a pourtant fait la preuve de son efficacité depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Réunir la production, la distribution et le réseau d'électricité au sein d'une même entité fut la promesse d'un véritable service public de l'électricité indispensable s'agissant de ce bien de première nécessité. Aujourd'hui est une énième journée de mobilisation des salariés de EDF, extrêmement inquiets pour l'avenir de leur entreprise. Cette vive inquiétude, nous sommes nombreux à la partager sur ces bancs. Le plan Hercule, en tout cas,
pour ce que l'on en sait, donc si peu de choses, risque bien de détruire la cohérence du système électrique français. Pourtant, malgré les nombreuses sollicitations, le gouvernement n'apporte toujours aucun élément sur la stratégie et les bases de discussion avec la Commission européenne. Il est désormais indispensable que soit organisé, Monsieur le Premier ministre, un débat devant la représentation nationale autour du projet industriel de EDF, car ni votre projet ni le statu quo ne répondront aux enjeux de transition énergétique qui s'imposent à nous et où EDF doit avoir naturellement un rôle et une place forte. Seule une gestion publique et un modèle intégré solide sont en mesure d'y répondre. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous enfin faire connaître à la représentation nationale les bases de discussion en cours, le calendrier retenu et enfin ouvrir un débat au Parlement? C'est notre rôle de parlementaire que de débattre de l'avenir de cette entreprise. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, ici même, excédé, vous nous disiez qu'il ne fallait pas revenir chaque semaine sur des questions portant sur l'organisation de la vaccination. Pourtant, il y a matière. Je m'appuie sur mon histoire personnelle qui doit être celle pourtant de nombreux Français. Ma mère, 97 ans, a intégré un EHPAD privé faute de place dans un EHPAD public. Lors d'une des rares visites que j'ai pu lui rendre vendredi, j'ai enfin appris que la vaccination y débuterait en février. Alors que dans l'établissement voisin, public celui-là, la vaccination avait commencé début janvier. Comment expliquez-vous l'existence de deux flux différents de livraison de vaccins d'un EHPAD privé à un EHPAD public avec plus d'un mois de différence? Comment expliquez-vous qu'une personne de 82 ans ait patienté 5 heures au téléphone avant d'avoir un rendez-vous seulement le 8 mars? Comment expliquez-vous, Monsieur le Premier ministre, que nous soyons classés 25e sur 27 au niveau européen pour notre efficacité vaccinale, alors que nous avons tous eu le même nombre de vaccins au même moment? À quoi nous sert McKinsey? Je suis en colère, Monsieur le Premier ministre, mais j'ai surtout peur. Peur pour ma mère, peur pour les résidents des EHPAD, peur pour ces personnes âgées dites prioritaires. Alors je vous demande, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à cette situation? Comment allez-vous mettre fin à ces aberrations? Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le conflit Airbus-Boeing continue de peser très lourdement sur les filières françaises des vins et spiritueux qui en sont des victimes collatérales. En octobre 2019, l'OMC arbitrait une première fois ce contentieux en autorisant les USA à taxer les produits européens à hauteur de près de 7,5 milliards de dollars. Dans la foulée, le président Trump instaurait une taxe de 25% visant notamment les vins tranquilles. En octobre 2020, l'OMC autorisait à l'inverse l'Union européenne à sanctionner les USA pour 4 milliards d'euros. En représailles, fin 2020, M. Trump étendait cette taxe de 25% à tous les vins et aux spiritueux. Elle est appliquée depuis le 12 janvier dernier. Les USA représentent pour la France le premier marché pour les vins et les spiritueux. Entre 2019 et octobre 2020, les importations américaines de vins français surtaxés ont été divisées par 2, représentant une perte de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans mon département du Gers, les vins de Plémont, des Côtes de Gascogne et les eaux-de-vie d'Armagnac sont très pénalisés. Monsieur le ministre, au-delà du fonds de soutien renforcé que vous venez de proposer aux filières viticoles dans le cadre de la crise sanitaire, quels sont vos objectifs, votre stratégie et votre calendrier pour lever les sanctions douanières exorbitantes dont sont victimes les viticulteurs français? L'entrée en fonction aujourd'hui du président Biden ouvre une fenêtre de négociation qu'il ne faut pas rater. Les sanctions sur le vin, l'Armagnac, le cognac doivent être à l'ordre du jour des premiers échanges entre le président de la République et son homologue américain. Le seront-elles? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors que certains doutaient de la volonté de nos concitoyens de se faire vacciner, ceux-ci sont chaque jour plus nombreux à souhaiter l'être. C'est une très bonne chose. Toutefois, après 3 semaines de campagne vaccinale, à peine 600 000 personnes sont vaccinées et seulement 800 centres de vaccination sont déployés sur tout notre territoire. Après les masques, les tests, s'agit-il d'un raté de plus dans la gestion de cette crise sanitaire qui, reconnaissons-le, n'en finit pas? Les élus locaux sont une première fois en première ligne
pour faire face aux attentes de nos concitoyens. Alors qu'ils font tout leur possible pour rendre la vaccination accessible à l'échelle des territoires, particulièrement des territoires ruraux, près de 2000 collectivités attendent encore une validation administrative pour l'ouverture d'un centre de vaccination. Dans mon département, la Haute-Vienne, qui compte plus de 370 000 habitants, il n'y a à ce jour, malgré les soutiens logistiques du conseil départemental et des communes, que 7 centres de vaccination. Pour une personne qui aujourd'hui, en Haute-Vienne comme ailleurs, souhaite prendre un rendez-vous pour se faire vacciner, c'est vraiment le parcours du combattant. La démarche aboutit rarement. De plus, au vu des commandes passées, la montée en puissance vaccinale ne sera pas possible compte tenu de la nécessaire deuxième injection. Serait-ce à dire alors qu'il n'y a pas assez de vaccins ? Monsieur le ministre, vous le voyez, nous sommes loin du compte. Alors de quelle manière comptez-vous réellement faciliter, amplifier et accélérer la stratégie vaccinale ? Nous attendons de vous non plus des paroles, mais des mesures concrètes.